L'offensive de la neige jusqu'à la fin de la nuit prochaine. Une quarantaine de départements sont concernés. La neige et le verglas qui ont entraîné des difficultés sur les routes. Les risques d'avalanche sont maximum. En Alsace, des coupures d'électricité qui concernent toujours plusieurs centaines de foyers ce soir. Extradé de Côte d'Ivoire, Youssouf Fofana est arrivé à Paris en fin de journée sous bonne escorte. Il vient tout juste de rejoindre le palais de justice où il devrait être mis en examen et écroué. Les enquêteurs attendent beaucoup des prochains interrogatoires. La filière avicole touchée par la crise recevra dès la semaine prochaine les aides promises par l'État. Les manques à l'exportation et la chute des ventes menacent à terme plusieurs milliers d'emplois. L'OM reviendra-t-il sur sa décision de boycotter le match contre le PSG demain soir? Rien n'est moins sûr. L'OM qui n'enverra ni ses supporters ni ses titulaires, ce qui provoque la colère du président de la Ligue. Et puis sur la scène du Zénith, les 21e victoires de la musique en direct sur France 2 après ce journal. 15 trophées récompenseront les meilleurs dans leur spécialité. Une cérémonie qui fait la part belle à la jeune génération. Parmi les favoris, Émilie Simon qui a composé la musique de la marche de l'empereur. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce sont 39 départements qui sont concernés par l'alerte à la neige et au verglas. Ce soir et toute la nuit prochaine, de fortes chutes de neige sont attendues sur cette ligne transversale qui va d'est en ouest. En Alsace, une petite centaine de communes ont été privées d'électricité. En Haute-Savoie, les risques d'avalanche sont au plus haut niveau. À Sochaux, le match contre Bordeaux a été annulé. Tour d'horizon avec Dorothée Cachard. Le paysage aurait pu inspirer quelques artistes peintres. Il a surtout désespéré quelques automobilistes bretons. La voie express Rennes-Nantes a été bloquée plusieurs heures ce matin. Patience obligatoire, les livraisons forcément auront du retard. À 8 heures, je crois, qu'ils ont déjà appelé pour la DDE. Et ils sont pas là, alors il faut pas déconner. En fait, il y a bien eu du salage cette nuit, mais cela n'a pas suffi. C'est donc finalement le verglas qui l'a emporté. Et rares sont ceux qui s'aventurent. Je descends pas, je vais pas risquer. S'ils veulent descendre, les autres ils font ce qu'ils veulent, mais bon, ils vont gêner tout le monde, là, ils vont bloquer tout le monde, ça sert à rien. C'est trop glissant là. Dans ce contexte breton glacé, les centres commerciaux font office de solution de repli. J'irai pas plus loin, parce que j'aime pas sortir quand il y a de la neige. La Bourgogne, autre région, mais même contrainte, raclage de mise devant les portes, au programme des écoliers, découverte de bonhommes de neige, et aussi découverte des journalistes. Et pour les postiers, il faut du cœur à l'ouvrage, il y en a. Qu'il neige, qu'il pleuve, il faut bien qu'on distribue le courrier. Enfin, dans le Puy-de-Dôme, grande frayeur, mais pas de victimes. Une avalanche a arraché 3 téléskis. Il a fallu fermer la station du Mont d'Or. L'avalanche de cette ampleur, c'est rarissime dans le massif. Moi, personnellement, depuis 20 ans, c'est la première fois que j'en vois une de cette ampleur. Elle est partie du Val d'Enfer et elle s'est divisée en deux en arrivant sur le domaine skiable de la station. La station sera encore fermée quelques jours. Il faut dégager jusqu'à 2,10 mètres d'épaisseur et de nouvelles chutes de neige sont prévues pour cette nuit. La Bretagne, on l'a vu, n'est pas en reste. Poussée par le vent et les chutes de température, la neige a rendu la circulation difficile tout au long de la journée, en particulier entre Tours et Poitiers. Et le pire est à venir. Le verglas est attendu dans les heures qui viennent. Prudence donc si vous êtes au volant. François Privat, Fabien Tormos. L'A10 dans l'Indre-et-Loire. Une circulation fortement ralentie par des chutes de neige conséquentes et des routiers qui visiblement n'écoutent pas la bonne radio. Concernant les chauffeurs routiers, attention, il va falloir s'il vous plaît s'arrêter sur les aires de service ou les aires de repos. Restez s'il vous plaît sur la voie droite, pas d'imprudence, n'allez pas vous aventurer sur la voie la plus à gauche, donc qui sera traitée dans un second temps. Quelques kilomètres plus loin, sur une aire de repos, des semi-remorques dont les chauffeurs respectent, eux, les consignes de prudence. C'est difficile dans le tour et puis c'est tout. Là, ça roule bien. C'est-à-dire que là, en étant prudent... En étant prudent, puis ça glisse pas, là, c'est bien sablé. Pas de problème. Ça vous fait pas peur, la neige? Pas d'accident majeur sur la 10 entre Tours et Poitiers. Toute la journée, Saleuses et Chasse-Neige ont donc pu traiter la chaussée. Ainsi, l'autoroute est restée tout le temps praticable. Et on se dirige sur Poitiers, j'espère que les derniers kilomètres seront bons. Mais on se croirait venir en sport d'hiver. Et le balai des Saleuses n'est pas terminé. Une benne pour traiter 70 km de chaussée, puisque désormais, c'est le verglas que l'on redoute. Pour les prochaines heures, il y aura une chute des températures jusqu'à -2 dans le milieu de la nuit.
Dans les conditions actuelles, un bon salage évitera la majorité des problèmes. Sur le centre-ouest, cette nuit, la circulation s'annonce donc difficile. Rares sont les axes routiers secondaires qui ont bénéficié d'un salage préventif. Voyez à présent cette carte de vigilance orange que nous donne Météo France. Les chutes de neige sont attendues ce soir et cette nuit dans les départements qui vont des Pays de la Loire à la Savoie en passant par le centre. Et vers la Méditerranée à partir de demain matin sont annoncés des vents violents avec des rafales jusqu'à peut-être 150 km/h. En Savoie, ce matin, les mauvaises conditions météo pourraient expliquer en partie cet éboulement sur une départementale qui a provoqué un très grave accident. 2 des 3 enfants à bord d'une voiture percutée par l'arrière sont morts. Les parents ont réussi à s'extraire. C'est un bloc de roche qui a dévalé la montagne. D'autres éboulements se sont enchaînés. Stéphanie Labrousse, Philippe Yvet. C'est sur ce tronçon de la départementale 215 que le drame s'est produit. Les dégâts sur l'arrière gauche du véhicule témoignent de toute la violence du choc. L'impact d'une roche qui s'est brutalement effondrée sur une famille revenant de vacances. À 4h30 du matin, le père indemne appelle les pompiers. La première notion, le père parle d'une explosion dans le véhicule parce qu'il ne comprend pas quoi c'est fait. Par contre, rapidement derrière, il nous rappelle en nous précisant que c'est des blocs qui sont tombés sur sa voiture et qui malheureusement ont tué ses deux enfants. 2 frères de 14 et 10 ans tués par un rocher de 600 kg qui a terminé sa course en contrebas au terme d'une chute de 200 mètres environ. Pour ce géologue chargé des premières conclusions, cet éboulement aurait été provoqué par le redout et les fortes pluies. De cette falaise et pour rebondir directement sur le toit, la fracture argileuse qui séparait le bloc de la falaise, l'argile s'est saturée et elle a perdu de sa consistance. Et dans ce cas-là, sous l'effet de la gravité, le bloc est parti. Et il est parti sur sa tranche. Et là, les rebonds, il s'est propagé jusqu'à la route. Là. Une zone qui n'était pourtant pas considérée à risque. Dès lors qu'on a une section identifiée comme à risque, parce qu'on a des signaux avant-coureurs, on a des éboulements qui se font, à ce moment-là, il y a de la surveillance qui est mise en place, il y a des systèmes de protection de type filet qui sont mis en place. Là, encore une fois, on a une section qui était très très saine. Mais compte tenu des nouveaux risques d'éboulement, ce tronçon reste pour l'instant fermé à la circulation. Je vous le disais en titre, Youssef Fofana devrait passer sa première nuit dans une prison française après avoir été mis en examen par les 2 juges d'instruction. L'appareil militaire qui le ramenait de Côte d'Ivoire a atterri il y a un peu plus de 2 heures et c'est sous bonne escorte que le chef présumé du gang des barbares vient tout juste d'arriver au palais de justice de Paris. Extradé ce matin par les autorités ivoiriennes, il avait été remis à la police française. Amaury Guibert, Dominique Derda, Frédéric Ranck. Il est 17h30 quand l'Airbus A310 siglé République française se pose sur la piste à Roissy. Parmi les passagers de ce vol militaire, Youssouf Fofana. Pendant les 6 heures qu'a duré le trajet, l'homme est resté calme et silencieux, encadré par 2 policiers. Une demi-heure après l'atterrissage, le convoi quitte Roissy direction Paris. Autour, l'escorte est imposante, des dizaines de motards et de voitures de police banalisées. Ce matin, sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan, Youssouf Fofana est arrivé, tête baissée. Pour l'encadrer, un dispositif de sécurité bien visible, mais nerveux quand les journalistes s'approchent du prisonnier. Au même moment, le ministre de la Justice ivoirien remet le dossier d'extradition aux officiels français. Tout à l'heure devant le consul peut-être avec des charges à faire. Remis lui aussi ce sac de sport. Ce sont les affaires de M. Fofana. Oui, c'est exact. Le transfert peut maintenant avoir lieu. Cela prend la forme d'un échange de menottes. Pendant ce temps, un policier lie à Youssouf Fofana ses droits. Il est à cet instant précis aux mains de la justice française. Le chef présumé du gang des barbares jette un dernier regard inquiet derrière lui. Derniers instants sur le sol ivoirien où sa cavale s'est terminée le 23 février. Rapidement, il est emmené au fond de l'avion. Et sous les yeux des officiels ivoiriens, visiblement soulagés, l'appareil décolle vers Paris. Il est 11h30. Et il y a quelques instants, Youssouf Fofana est arrivé au palais de justice de Paris, la dernière étape de son extradition. Et précisément, nous vous retrouvons en direct du palais de justice, Pascal Doucet-Bon. Youssouf Fofana est donc arrivé il y a quelques instants. Il est en ce moment même entendu par les juges. Comment vont se dérouler les heures et les jours qui viennent ?
Pour l'instant, Youssef Fofana est au dépôt de la préfecture de police où il subit un examen médical. Ensuite, il sera présenté aux 2 magistrats instructeurs qui vont lui signifier sa mise en examen pour assassinat, enlèvement, séquestration, le tout en bande organisée. Et vous savez que l'antisémitisme a été retenu également comme facteur aggravant dans cette affaire. Youssouf Fofana encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il va être présenté ensuite au juge de la liberté et de la détention qui lui signifiera son placement en détention provisoire et il dormira en prison. Vous remarquez donc qu'il n'est pas entendu sur le fond, il ne le sera que la semaine prochaine. Dans cette affaire, la plupart des acteurs en prison minimisent leur rôle, se renvoient la balle. Il va donc falloir les confronter les uns aux autres, les auditionner à plusieurs reprises. La véritable instruction de l'affaire Fofana commence donc avec ce retour sur le sol français. Merci Pascal Doucet-Bon de toutes ces précisions. Le temps presse pour les éleveurs de la filière avicole qui subissent de plein fouet la crise. Déjà sont menacés plusieurs centaines d'emplois. À terme, les autorités parlent de 8 à 10 000 postes. Le gouvernement, conscient de l'aggravation de la situation, annonce que les aides aux éleveurs seront distribuées dès le début de la semaine prochaine. Peggy Leroy. Ce caneton ne rejoindra peut-être jamais un élevage. Le centre d'incubation qui l'a fait naître sera peut-être obligé de l'euthanasier, faute d'acheteurs. Encore une société qui subit de plein fouet la baisse de consommation de la volaille. Pour atténuer les effets de la crise, le gouvernement débloque pour les entreprises de la filière avicole 30 millions d'euros. 3,5 millions d'euros supplémentaires serviront à financer les mesures de chômage partiel, comme chez Doux par exemple. Du côté des éleveurs, une enveloppe de 25 millions d'euros leur est réservée. Chacun devra déclarer sur l'honneur le montant de ses pertes. 1 000 à 2 000 euros d'avance seront alors versés dans les plus brefs délais. Selon les professionnels, 8 000 à 10 000 emplois sont menacés et la filière avicole perd chaque mois 40 millions d'euros. Malgré les messages rassurants, la volaille est de moins en moins au menu des Français. Ces aides vont donc fournir un premier ballon d'oxygène, mais déjà bon nombre d'éleveurs estiment que l'effort financier sera insuffisant. C'est le cas des Landes, où les pertes pourraient atteindre 17 millions d'euros. Globalement, les ventes ont chuté de 25 à 30%. Francis Mazoyer, Bernard Bonarme. Ces futurs poulets label rouge ne finiront pas forcément dans l'assiette du consommateur. Dans cet élevage landais, la psychose autour de la grippe aviaire a fait baisser les ventes de 30%. Pour le producteur, les aides de l'État seront les bienvenues, bien qu'elles soient, selon lui, nettement insuffisantes. On attend aujourd'hui 1 500 euros par producteur. Et la perte sur mon exploitation aujourd'hui est de 5 000 euros. Vous voyez que on est loin de combler les pertes que nous avons subies jusqu'à ce jour. Pour les éleveurs en difficulté, les demandes d'aide pourront être déposées dans les jours qui viennent dans les chambres d'agriculture. De simples déclarations sur l'honneur suffiront pour débloquer des avances. Les frigos sont pleins et on ne peut plus les vendre. Dans les Landes, les pertes de la filière sont estimées à 17 millions d'euros. Il y aurait déjà environ 100 000 volailles invendues stockées dans les abattoirs. Il faut de la place pour pouvoir stocker et aujourd'hui, tous les frigos sont pleins et donc on se demande demain comment vont faire les abattoirs et la filière pour pouvoir stocker toutes ces poulets. Selon les éleveurs, rassurer les consommateurs est désormais une priorité. La future campagne de communication de 2 millions d'euros financée par l'État est selon eux la meilleure mesure. Alors est-ce que les 2 millions d'euros annoncés par le gouvernement seront suffisants? C'est difficile de se mettre à la place du consommateur qui a été touché par la psychose. C'est vrai que les campagnes de communication à la télé, ou dans les journaux, ou dans les radios, ça conforte les messages, mais je crois que le contact direct, l'échange entre le consommateur et le producteur, c'est ce qu'il y a de plus formidable. Ce contact privilégié avec les consommateurs, les producteurs l'auront très bientôt car ils ont prévu de se déplacer eux-mêmes dans 750 grandes surfaces de l'Hexagone. Au plan pratique, dans les zones infectées par le H5N1, pour l'instant il s'agit de la région de la Dombes, les chats devront être confinés. Un arrêt a été publié aujourd'hui au journal officiel. Les chiens doivent être tenus en laisse ou enfermés. Ces mesures de précaution ne concernent évidemment que les secteurs touchés par le virus. Il s'agit en fait d'empêcher les chats notamment d'avoir des contacts directs avec les oiseaux contaminés. À l'étranger, on retiendra l'arrivée de Jacques Chirac à Riyad, une visite d'État de 3 jours en Arabie Saoudite, une façon de resserrer encore davantage les liens entre la France et le royaume wahhabite, des liens notamment commerciaux avec ce pays qui profite de la flambée des prix du baril. L'Arabie Saoudite est en effet le premier pays producteur et exportateur de pétrole au monde. Le président de la République est accompagné par une délégation de chefs d'entreprise qui espèrent mieux s'installer sur ce marché en pleine expansion. Sur place, Thierry Tuillier, Francis Forget. Jacques Chirac et son ami le roi.
Merci pour votre accueil. Abdallah d'Arabie Saoudite. Je vous suis très reconnaissant d'être venu me chercher à l'aérodrome. Il est rare que le roi se déplace pour accueillir lui-même son hôte, un geste qui en dit long sur la relation entre les deux pays. Dans toutes les crises de la région, du nucléaire iranien à la guerre irakienne ou bien encore au Liban, Français et Saoudiens travaillent en étroite collaboration. Un partenaire de choix donc, d'autant que ce pays est en plein essor et se permet toutes les audaces. Comme ce projet de ville nouvelle ultramoderne présenté sous forme de maquette à des chefs d'entreprise françaises ce matin. D'ici 10 ans, cette cité accueillera des dizaines de milliers d'habitants au bord de la mer Rouge. Ce marché prometteur tend les bras à la condition d'en saisir les opportunités. Si vous avez raté le boom des années 70, ne recommencez pas. Avertissement lancé devant des patrons français qui accompagnent Jacques Chirac. La France est moins présente que d'autres. Les habitués donnent le mode d'emploi. Il faut savoir venir, revenir, nouer des contacts. Le notion du temps au Moyen-Orient n'est pas celle qu'on connaît en Occident. Jacques Chirac compte sur ses relations amicales avec le roi Abdallah pour débloquer certains dossiers. Mais attention, en affaires, les Saoudiens aiment prendre leur temps et ils n'ont rien promis aux Français. À tel point d'ailleurs qu'il n'y aura selon toute vraisemblance aucun accord commercial signé pendant le séjour présidentiel. Symbole de l'ouverture de l'Arabie Saoudite, ce musée national de Riyad, le seul du pays, il accueillera une exposition d'œuvres venues du Louvre. C'est Jacques Chirac lui-même qui sera présent aux côtés du roi pour l'inauguration, un signe des bonnes relations qu'entretiennent les deux pays. Bernard Lebrun, Patrick Desmully. Au cœur de la capitale, l'ancien et merveilleux palais du premier roi d'Arabie, qui en 1932 donna son nom au pays, Abdulaziz Ibn Saoud. Dans cette Arabie devenue saoudite, le palais, intégré au musée national, constitue l'unique musée du pays. De l'histoire donc, à la gloire du roi fondateur, avec ses luxueuses voitures et même son premier téléphone, authentique. L'autre partie du musée est consacrée aux sciences pour l'édification de la jeunesse. 56% de la population a moins de 19 ans. Quant aux expressions artistiques, il n'est pratiquement jamais question. Mais les temps changent. Le roi Abdallah, 82 ans, 6e souverain d'Arabie, qui a accédé au trône le 1er août dernier, veut moderniser son pays. Petit signe d'ouverture, la présence du Louvre à Riyad, qui ouvrira mardi la première exposition étrangère sur le sol saoudien. Oh, rien de choquant ni d'osé. Pas de peinture, non, que des chefs-d'œuvre des arts islamiques entreposés à Paris depuis des lustres, 104 pièces exactement, qui ont fait tout spécialement le voyage. Nous, on a toujours pensé qu'il y a une relation très étroite entre la France et l'Arabie Saoudite. Et c'était franchement, depuis très longtemps, le temps le général de Gaulle, quand le roi Faisal est venu en France. Tout d'un coup, la politique française a changé vers l'Arabie Saoudite, ou vers plutôt le Moyen-Orient. C'était en 1967, et après la guerre des 6 jours gagnée par Israël, de Gaulle rééquilibrera ainsi sa politique avec le monde arabe. Alors on connaissait la diplomatie des petits pas avec le sport, place aujourd'hui à la coopération culturelle. Première en Arabie donc, le Louvre a réussi un coup de maître, coiffant même au poteau les musées américains. Nous on est du monde culturel, on n'est pas du monde politique quand même. Il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi les arts. Voilà. Travaillons sur le très long terme. Voilà. Et le très long terme, cela pourrait être dans quelques décennies peut-être, une exposition de peinture avec pourquoi pas le plus célèbre des tableaux du Louvre. La Joconde est très célèbre et s'intéresse tout le monde, et même les publics saoudiens. À quelques jours de son ouverture, rien n'indique l'existence de cette exposition dans les rues de la capitale. Mais déjà pour les milieux politiques, c'est un grand succès, car la présence du Louvre à Riyad symbolise l'excellence des relations franco-saoudiennes. Aux États-Unis, après des mois de batailles médiatiques et judiciaires, la liste des détenus de Guantanamo a été finalement publiée. On y découvre les noms et nationalités de plus de la moitié des prisonniers dont le statut est mal défini, beaucoup étant considérés comme des ennemis combattants, ce qui leur interdit presque tout recours devant les tribunaux. Pascal Golomer, Douglas Higginbotham. Il n'était jusqu'à présent que des prisonniers anonymes à Guantanamo. Des combattants ennemis, c'est ainsi que le Pentagone les a baptisés. Depuis hier soir, les noms de 317 d'entre eux et leur nationalité ont officiellement été rendus publics. 317 sur 490. Des noms qui apparaissent au fil de 5000 pages de compte-rendu d'audience devant la commission militaire qui a examiné leur cas sur place.
Ces comptes rendus étaient déjà disponibles, mais avec les noms dissimulés. Le Pentagone les a publiés non par envie soudaine de transparence, mais parce qu'un juge de New York l'a ordonné au nom de la liberté de l'information suite à une plainte de l'agence de presse, Associated Press. Plusieurs associations et des dizaines d'avocats américains se battent pour que ces détenus capturés pour la plupart en Afghanistan fin 2001 aient droit à un traitement digne et à un procès équitable. Cette décision leur donne quelques raisons d'espérer. Il y a finalement des limites à l'autorité du gouvernement, à ses décisions unilatérales. Et c'est la justice qui les a fixées. C'est la justice qui vient éclairer les zones que le gouvernement voulait jusqu'à présent maintenir dans l'obscurité. Mais rien pour l'instant n'a convaincu l'administration Bush de fermer la prison de Guantanamo. Ni les rapports de l'ONU et les critiques de son secrétaire général, Kofi Annan. Ni les propos de plusieurs chefs d'État européens, à commencer par Tony Blair. Il considère cette prison comme une anomalie qui doit cesser. Les Américains ont en tout cas déjà une solution de rechange en Afghanistan, sur la base militaire de Bagram, au nord de Kaboul. Une prison abrite plusieurs centaines de détenus dans le plus grand secret, des combattants ennemis eux aussi, mais anonymes et invisibles. George Bush au Pakistan, sa visite suscite de nombreuses manifestations. Le président américain a rencontré le général Musharraf. Lors de cet entretien, il a félicité la courageuse décision du président pakistanais de se joindre à la guerre contre le terrorisme. George Bush qui a ajouté qu'il restait beaucoup à faire pour vaincre Al-Qaïda. D'ailleurs, de violents combats ont été signalés entre l'armée pakistanaise et les talibans dans des zones tribales à la frontière avec l'Afghanistan. En Afghanistan, précisément, un officier français des forces spéciales a été tué lors d'affrontements avec des talibans. C'est le deuxième militaire français mort au combat dans ce pays. Michel Alliot-Marie a exprimé sa vive émotion et réaffirmé son soutien aux forces françaises qui sont en opération, quelques 200 militaires qui participent à la lutte contre le terrorisme. Ce samedi, la première journée consacrée aux Français à l'étranger, sous ce slogan « Une chance pour la France ». Aujourd'hui, on estime que plus de 2 millions de Français ont choisi de vivre en dehors de nos frontières, parfois même au bout du monde, comme ce passionné de plongée qui s'est installé à l'île de Pâques. Arrivé il y a 28 ans, il a créé un club nautique et c'est un succès. Alain Chalvron, Tristan Lebras. Difficile de faire plus exotique et magique que Rapa Nui, l'île de Pâques, avec ses moaïs, ses géants de pierre et tous ses mystères. De là à habiter ce bout du monde isolé, à 3700 km du continent le plus proche, peuplé de 2600 autochtones d'origine polynésienne, il y a un pas que Michel Garcia a franchi il y a 28 ans. Venu de sa côte d'Azur natale, il est tombé amoureux de l'île et de ses fonds marins. On a l'eau la plus claire du Pacifique. On arrive à avoir plus de 60 mètres de visibilité. Et cela est dû à une faible densité de plancton. Une clarté formidable qui permet d'apprécier le relief volcanique qui se trouve sous la mer. Michel a donc décidé de partager ce bleu intense propre à l'île de Pâques avec des plongeurs venus du monde entier. Des plongeurs qui pourront aussi, au détour d'une arche sous-marine, découvrir un moaï immergé pour les besoins d'un film et des poissons qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Son école de plongée est de loin la principale de l'île. Elle a permis à Michel, sinon de faire fortune, du moins de vivre bien. Avec sa petite famille, Patricia, épousée il y a 21 ans, et 3 enfants, dont un petit dernier de 9 mois, Tokiroa. Ça m'a plu tout de suite. C'est comme si j'étais arrivé au Far West, de la Côte d'Azur super développée. J'arrive à l'île de Pâques où tout le monde se promenait à cheval. Maintenant, les premiers temps étaient assez durs puisqu'il n'y avait rien. En 78, il y avait un avion par semaine et tout ça. Mais quand on est jeune, on vit l'aventure jusqu'au bout. Ça va, Tokiroa? Il y a un point sur lequel Michel est intransigeant, la langue. Je parle français tout le temps. Comme aux autres enfants, j'ai toujours parlé français. Car on a beau habiter à 14 000 km de la France, on reste attaché à la mère patrie. On apprécie plus la France peut-être quand on en est éloigné que quand on l'habite. Moi, tous les Français que je rencontre, ils ne font que râler, réclamer. Et quand on voyage dans d'autres pays, on se rend compte que la France est un très beau pays et qu'on y vit très bien. Et puis il y a une chose dont Michel est particulièrement fier, d'avoir découvert une espèce jusqu'alors inconnue de coquillage. Cette porcelaine tachetée extrêmement rare est considérée comme une des plus belles qui porte son nom, la Garciaï. Pour moi, c'est aussi important que la naissance de mon dernier fils. Exagération de plongeur. Il suffit de voir le père jouer avec son fils pour comprendre que Tokiroa est tout de même plus important
que la belle Garciaï. On passe au sport. On ignore comment se terminera cette partie de bras de fer entre l'OM et le PSG. Pour l'instant, l'OM n'est pas revenu sur sa décision de boycotter le match demain au Parc des Princes. Il n'enverra pas ses meilleurs joueurs ni ses supporters. Une décision qui provoque la colère du président de la Ligue professionnelle de football, l'OM, qui persiste à dire que le match n'offre pas toutes les garanties de sécurité. Julien Benedetto, Nicolas Luizet. Frédéric Thiriez est un homme en colère. Cet après-midi, le président de la Ligue professionnelle de football a clairement pris position contre les Marseillais et leur retentissant boycott. Je trouve personnellement incompréhensible, je dis bien incompréhensible et stupéfiante, l'intention des dirigeants de l'Olympique de Marseille de boycotter ce match. J'en appelle à leur sens des responsabilités et à l'honneur de ce grand club. Pour le match contre l'OM demain, les professionnels du PSG auront face à eux de jeunes joueurs qui évoluent d'habitude en amateur et n'ont jamais joué en Ligue 1. Vrai suicide sportif ou coup de bluff, l'entraîneur parisien y a perdu son latin. Est-ce que c'est vraiment un match de Ligue 1 que vous allez jouer là? C'est un match de championnat de France, après, bien sûr, c'est OM Marseille, c'est tout. C'est l'OM, Paris Saint-Germain, l'OM. Sur le Vieux-Port, le peuple marseillais fait corps avec la décision du club, et tant pis si l'OM perd contre l'ennemi. Ils ont raison. Et pourquoi le PSG a-t-il vendu les places que normalement il devait donner à l'OM? C'est incorrect. C'est très incorrect. Vous savez ce qu'ils ont? Ils ont la pétoche. L'absence de supporters marseillais aura peut-être le mérite d'éviter la triste litanie des affrontements entre les deux camps. Bagarre de rue à l'extérieur du stade, jet de projectiles dans les tribunes, du choc entre deux des meilleurs clubs français, on ne retient souvent que ces images loin du football. L'OM et le PSG ont une nouvelle fois montré qu'ils étaient incapables de vivre ensemble dans le paysage du foot français. C'est demain que l'on célèbre la fête des grands-mères, l'occasion de réunir toute une famille et plusieurs générations autour des seniors. Une fête qui se prépare tout particulièrement dans le cœur des enfants. Voyez cet exemple à Champigny-sur-Marne, Mallory Aounou et Nicolas Ranson. Un sachet tout prêt, des œufs avec un peu de coquille, du beurre, du lait et surtout bien lécher le tout. Allez, on a choisi le meilleur sachet. Voilà. Voilà ce qui s'appelle une recette de petite fille. Un gâteau au chocolat, une surprise que prépare Clémentine. Il est pour qui ce gâteau? Pour mamie. Coucou. Bonjour. De fait, des mamies, Clémentine et sa jeune sœur Marion en ont 3. Toutes ont été réunies un peu en avance pour la fête des grands-mères. 3 grands-mères, dont 2 d'adoption. Voilà qui méritent des présentations. Moi, j'étais la nounou de Clémentine. Je l'ai gardée toute petite, parce que sa maman travaillait, sa grand-mère travaillait. Je suis l'heureuse mamie du palier. Je suis ravie d'avoir des jeunes qui comprennent qu'on a un certain âge. Ils sont pleins de bonnes attentions pour nous et je les en remercie. Ça représente une multiplication de tendresse, d'affection, Des grand-mères toutes très émotives, toutes très différentes et très actives. Alors évidemment, lorsqu'on a 3 mamies gâteaux, on a plein d'activités. On est allé au jeu, aller au cinéma. Selon un récent sondage, 80% des Français considèrent les grands-mères comme un pilier de la famille. Ce n'est pas autour de cette table qu'on dira le contraire. Elles peuvent encore apprendre beaucoup et puis on a besoin d'elles aussi, je pense, pour des repères, des choses comme ça, c'est important, oui. On est jeunes parents, on est pris par le travail, les soucis, alors que là, on a le temps et on voudrait l'arrêter et on voudrait en profiter le plus possible. Pour digérer le gâteau, la promenade s'impose. Les hommes ferment la marche, un tout petit peu jaloux. À quand la fête des papis? Le salon de l'agriculture ferme ses portes demain soir. Privés de volailles, les visiteurs ont pu s'intéresser aux lapins dont les plus beaux spécimens de 40 races différentes sont exposés. Visite guidée entre ces races géantes, races à fourrure ou races naines. Laurence de Cherf, Frédéric Faure. Cuisiner le lapin, pas si compliqué que ça. Au salon de l'agriculture, les amateurs redécouvrent une viande presque disparue de nos tables. Il y a 40 ans, les Français en consommaient 7 kilos par an pour seulement un peu plus d'1 kilo aujourd'hui. Je pense que c'est une viande que l'on a un peu délaissée de par son conditionnement. À cause du conditionnement, le lapin, on est obligé d'en acheter un entier, alors que maintenant on peut acheter de la partie que l'on veut. Nouveau conditionnement ou effet grippe aviaire, le lapin pourrait retrouver ses titres de noblesse. Les ventes ont augmenté. En termes de qualité de viande, puisque c'est une viande blanche et maigre, donc c'est vrai que ce repas peut se faire de cette manière-là. Mais le lapin, on ne le trouve pas que dans l'assiette.
En France, ce sont des milliers d'éleveurs amateurs qui s'évertuent à perpétuer les races. Comme ici, dans cette petite communauté religieuse, où les pères et les sœurs partagent leur temps entre deux passions. Celle du Christ et celle du lapin. Sœur Sylvie est en charge des soins quotidiens. Le lapin vit la nuit et ça respecte beaucoup plus ce qu'il est en lui donnant le soir. Donc il mange la nuit naturellement. Père Joseph est fier de son beau lapin gris. Alors voilà l'argenterie de Champagne. Des bêtes à concours pour lesquelles la longueur des oreilles compte autant que la fourrure ou le poids de l'animal. Nous gardons les races pures, nous les améliorons, même si, vous voyez, il faut vraiment faire un travail de sélection. Les grandes firmes d'hybrides ou tout ça, ils ont besoin des races pures pour faire leurs hybrides. Et donc, moi je sais très bien qu'il y en a qui sont venus m'acheter des races pures pour leur propre élevage. Une cinquantaine de races en France qui pourraient disparaître sans le travail de ces passionnés. La suite est presque fin des défilés de prêt-à-porter avec ce soir sur les podiums plusieurs marques internationales, Yamamoto, Elisa, Borochas et Lacroix. Estelle Collard. Comme des ombres en mouvement qui jouent sur le corps, les silhouettes de Yohji Yamamoto arpentent les podiums depuis plus de 20 ans. Son travail, suggérer plutôt que montrer. À l'abri des tendances saisonnières et du star system de la mode, Yohji Yamamoto réinvente le noir, sublime l'austère. Le voir travailler est d'une grande rareté. Ici, tout est savamment orchestré, chaque fourmi ouvrière à son poste, sous l'œil du maître. Si la mode n'est pas un art, c'est pourtant en artiste que Yohji Yamamoto s'exprime à travers le vêtement. Pendant ce temps-là, chez Elisab, on termine les derniers essayages. Toutes les stars hollywoodiennes lui sont acquises. Le couturier découvre d'ailleurs les dernières parutions avec l'actrice américaine Meg Ryan. Reste à convaincre les clientes européennes et américaines avec cette deuxième collection de prêt-à-porter. Réponse demain matin après le défilé. Quant à Rochas, Olivier Tesken n'a presque plus rien à prouver tant son prêt-à-porter fait l'unanimité. À la provocation ou la vulgarité, il préfère le romantisme d'une dentelle chantilly, quelques hirondelles peintes sur un long fourreau, un imprimé nuage ou encore des couleurs charbonneuses. Couleurs qu'il invente chaque saison artisanalement et qui ne vivent que le temps d'une collection. Et pour finir, de la gourmandise avec Christian Lacroix et ses femmes pimpantes. J'espère que je ne vais pas lasser, mais c'est encore une histoire du Sud, quoi. Un registre dans lequel le couturier excelle et dont on aurait bien du mal à se passer. Broderie, passementerie, imprimée, toute la palette d'un des maîtres de la couture française. Les 21e victoires de la musique en direct sur France 2 après ce journal. 15 trophées récompenseront les meilleurs dans leur spécialité. Émilie Simon est une nouvelle fois nommée cette année dans la catégorie meilleure musique de film pour la bande originale de La Marche de l'Empereur. Elle vient de sortir son deuxième album studio. Olivier Lenuzza et Thierry Breton l'ont rencontré. Elle s'est retirée 4 jours sur la côte bretonne pour répéter ses nouvelles chansons. Sur la plage, Émilie Simon voit apparaître comme dans un rêve les drôles d'oiseaux qu'elle mit en musique. Les manchots sont toujours en Antarctique. Moi j'ai continué ma route mais eux sont restés en Antarctique. C'était une super belle histoire. Fidèle à elle-même, Émilie Simon continue de triturer tout ce qui lui passe entre les mains. Ses musiciens se mettent à l'unisson. Donc vous mettez quoi là, Émilie? Là je mets le bras que Cyril a inventé pour les concerts et qui me permet de contrôler des effets sur ma voix en temps réel, c'est-à-dire quand je le souhaite, sans être coincé derrière une table de mixage ou un ordinateur. Une
femme orchestre qui a travaillé pendant des mois ses compositions sur ordinateur. La programmation et les arrangements, tous les sons que je retravaille font partie de la composition du morceau. C'est eux qui vont mettre en valeur l'atmosphère que j'ai souhaitée ou les couleurs que j'ai vues en écrivant. Son premier album lui a valu une victoire de la musique. Ce soir, Émilie Simon est à nouveau nommée pour la musique du film La Marche de l'Empereur, la marche royale et atypique de la poupée de son de la chanson française. Sur la scène du Zénith, nous retrouvons aux commandes Michel Drucker et Nagui. Bonsoir. Alors à quoi ces victoires de la musique vont-elles ressembler cette année? Comment va-t-on fêter, célébrer la chanson française, des jeunes espoirs aux plus confirmés? Bonsoir Béatrice. Eh bien, c'est une édition particulière qu'on va vous présenter ce soir. Parce qu'il y a un vent nouveau, un souffle de fraîcheur qui va souffler sur la chanson française cette année. Vous allez voir des nouveaux visages. Comme on vient de l'entendre et de le suivre avec Émilie Simon, mais il y a aussi des pointures, des notoriétés, avec Alain Souchon, Bernard Révilliers. Enfin, il y a du monde et du beau monde en direct. Et puis le public va voter pour une catégorie, et je vous l'ai dit, il y a une majorité de femmes. Ces 21e victoires sont placées sur le signe de la féminité, on peut dire ça comme ça. Il y a une majorité de femmes. Oui, mais ça, Béatrice, elle est totalement d'accord pour ça. Tout à fait. N'est-ce pas, Béa? Bien sûr. Voilà Béatrice, on va vous rendre l'antenne parce qu'on va... On va être très à l'heure pour vous retrouver. Et on voudrait terminer avant thé au café. On vous retrouve à 20h50, c'est tout de suite la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, météo Nathalie Riouet, puis on l'a dit, les victoires de la musique en direct du Zénith avec Michel Drucker et Nagui. Excellente fin de soirée sur France 2.